Mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de leur indiscrétion, si tu veux. À partir d'un certain moment, on a l'impression qu'on vous a déjà vu beaucoup, alors on vous a vu beaucoup dans la vie, mais alors qu'est-ce que vous avez fait, quel âge avez-vous, etc. Et tout. Et alors pourquoi mentir finalement? Ouais. C'est tellement compliqué de mentir. C'est peut-être par paresse que je dis la vérité. Peut-être, oui, pour être tranquille, qu'on puisse la paix. Alors donc, J'aime pas me compliquer la vie, je te jure. Ça sert à rien du tout. Et puis je me suis aperçue que plus on me donnait des rôles, plus on me donnait des rôles de femme âgée, forcément. Et alors à un moment, on me blanchissait les cheveux pour me vieillir. Et alors à un moment, j'ai dit mais non, c'est pas la peine, je vais laisser mes cheveux devenir blancs plutôt. Tu as bien fait. Pourquoi tu as choisi ça? Parce que tu avais envie de parler de ton âge. Parce que avant, quand j'ai joué Ange Noir, ça se passait en 96, je crois. C'est une pièce de Nelson Rodrigues, qui était le plus grand dramaturge brésilien, un grand dramaturge, qui n'a pas été reconnu en son temps, parce que justement il mettait les noirs en scène. Et même les acteurs, ils voulaient avoir un acteur noir pour le rôle principal dans Ange Noir, les acteurs brésiliens ont refusé de jouer, si on leur mettait un noir à côté d'eux. C'est comme le Chevalier Saint-Georges, qui était un musicien extraordinaire, des grandes dames de la musique, des grandes chanteuses de l'opéra, ont refusé de l'avoir comme chef d'orchestre parce qu'il était noir. Ouais, voilà, tu vois, il y a de ces choses pour lesquelles les gens ferment leur âme. Absolument. Parce que qu'est-ce que la couleur a à voir avec le talent, avec la passion? Que de fois j'ai eu à me battre pour dire au metteur en scène, mais vous voulez, je fais du théâtre. Or le théâtre, c'est l'exposition de toutes les passions, qu'elles soient maternelles, fraternelles, haine, jalousie, passion. Pourquoi voulez-vous qu'une femme noire, à cause de sa couleur, qu'est-ce que la couleur a à voir avec les passions? Pourquoi voulez-vous qu'elle n'éprouve pas les mêmes sentiments qu'une femme blanche? Et alors, à un moment, j'ai eu la chance de connaître Albert Wilmetz, qui était un des premiers sociétaires, qui était le directeur même de la Société des auteurs, qui voulait de moi pour jouer Une femme par jour. Une pièce tirée de Pierre Louis. Donc il y avait 365 femmes, c'est des aventures du roi Pozole, quoi. Et parmi ces femmes, il y avait une jeune qui s'appelait Anita la Cubaine. Eh bien, on faisait jusqu'en 1930, 1935 même, on faisait une femme blanche le jouer en la maquillant, en lui fonçant le visage avec des maquillages sombres pour en faire une noire, alors qu'il y avait des comédiennes noires. Il n'y en avait pas beaucoup, mais enfin, à ce moment-là, il a dit non, je connais Jenny Alpha, elle va le jouer. Eh bien, j'ai pu le jouer à Lausanne, à Genève, dans toutes les grandes provinces françaises, mais quand on est arrivé à Paris, je n'ai pas pu le jouer parce qu'ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Et, ah oui, la direction n'a pas voulu en disant, oh là là, quand on verra une noire dans Une femme par jour, on dira, ça aura l'air d'un bordel, on dira, faites descendre la négresse. J'ai entendu des choses comme ça, je te jure. C'était à quelle époque ça? J'ai plus pleuré, ça se passait en 1900... Avant. C'était après la guerre, il me semble. Attends. Après la guerre, j'ai joué... Ben, ça se passait peut-être au début de 39, peut-être. Eh bien, on peut commencer avec l'enfance. Oui. Alors donc, on est avec Jenny Alpha. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. J'ai une telle admiration pour toi en tant que comédienne et être humain que je suis vraiment très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'avoir d'admiration. Je te connais aussi comme comédienne, alors tu vois, c'est sur le même plan. Alors justement, je voulais te demander, Jenny, est-ce que tu as envie de parler un tout petit peu de ton enfant? Alors, ta passion, c'était quoi dans ta vie? Ma passion, je crois que depuis l'âge de 6 ans, ça a toujours été le théâtre. Et le grand coupable, c'est mon père. Mais oui, parce qu'à la Martinique, il y avait des théâtres qui venaient
de la métropole. La France, c'est la grande France. La France, tout le monde en avait plein la bouche. C'est Paris, Paris, Paris. Ceux qui venaient de Paris avaient une espèce d'aura, tu vois. Et quand venaient des comédiens, en général des opérettes, hein, comme Mademoiselle Nitouche, comme La Petite Chocolatière, comme des choses comme ça, parce que les gens aiment beaucoup rire, les gens sont très gais. Et vraiment, à ce moment-là, mon père m'a emmené au théâtre presque chaque fois qu'il y avait des pièces qui venaient de France. Et je me suis rendu compte après que la jeune première était plutôt large de stature, était plutôt de grosse bonne femme bien ronde, que le ténor était plutôt un monsieur de 50 ans. Mais tu sais, à cet âge-là, je ne me rendais pas compte, j'étais béate d'admiration devant Rigoletto, ou bien devant le Trouvert. On répétait, on chantait les airs par cœur, parce que papa avait sur le gramophone, tu sais, la voix de son maître avec le grand pavillon. Et on achetait tous les disques, 78 tours à cette époque-là, qui reparlaient de ces grands opéras, opérettes, etc. Ouais. Et donc tu es né où et quand? Je suis née à Fort-de-France en 1910, à l'époque de la comète de Halley. La comète qui passait dans le ciel. Peut-être qu'elle a été bénéfique parce que je trouve que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Je ne peux pas être rancunière à la vie. Je crois qu'elle m'a donné une enfance très agréable. Finalement, j'étais très aimée, très gâtée. Et j'ai une famille de 10 enfants. Hein. De 10 enfants. 10 enfants. Mon père a été veuf très jeune avec 4 enfants. Et ma mère, en épousant avec 4 enfants, lui en a donné 6 après. Ce qui fait qu'on a vécu dans une maison pleine de rires, de cris, de chants, de jeux, de disputes, de la vie, quoi. La vie. Et ma grand-mère était toujours avec nous et elle me nourrissait de contes. Elle me racontait des contes. C'est parce que j'adorais les contes. Plus ils étaient horribles, mieux je les aimais. Par exemple, ma grande sœur aussi, qui était un peu comme ma petite mère, me racontait beaucoup de contes. Et celui que j'ai préféré, c'était celui de l'homme sans tête. Oh. Un homme sans tête qui descend l'escalier. La seule chose qu'on entendait, c'était plaf, plaf, plaf. C'était ses pantoufles qui descendaient. Il n'avait pas de tête. Alors je lui raconte-moi l'homme sans tête. Tellement c'était horrible, mais j'adorais. Tu comprends? Mais c'est normal. L'enfant aime avoir peur. Je crois pour être rassuré, pour être pris dans des bras, pour avoir de la tendresse, il aime avoir peur d'un côté et être tendrement serré dans les bras de l'autre, je crois. Enfin, ça, c'était ma façon de vivre. C'était ta façon de voir le fantastique Le fantastique, j'aimais beaucoup. T'avais quel âge à ce moment-là? Oh là là, depuis l'âge où on me racontait des contes, depuis l'âge de 6 ans, j'ai continué jusqu'à 14 ans. Hein. Ah oui, et quelquefois, je faisais semblant, à l'âge de 11 ans, de m'endormir sur la table pour que mon père me prenne derrière ses bras pour m'emporter dans mon lit. Alors je ne dormais pas du tout, hein, mais quand il prenait les petits, je voulais qu'ils me prennent aussi. Donc tu avais un lien spécial avec ton père. J'avais un besoin d'être aimée depuis très, très longtemps, depuis toujours. Est-ce que tu crois que c'est justement la protection de ton père qui t'a donné la force de te battre pour garder ta passion Je crois que cet amour dont j'ai été entourée aussi de mon père que de ma mère plus sévère que mon père, ma mère ne comprenait pas du tout cette histoire artistique, hein. Je crois que ça me donnait une grande force. Ta mère ne comprenait pas cette histoire artistique? C'était ma mère, la carrière artistique, c'était horrible. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai pensé après, plus tard, qu'elle avait la peur pour moi de ne pas avoir de sécurité dans la vie. C'est-à-dire la retraite. Comme elle avait été fonctionnaire toute sa vie, elle était receveuse des postes, mon père était chef des douanes, donc le salaire régulier tombait à la maison. Mais de quoi allais-je vivre plus tard? Enfin, elle pensait à moi pour mes vieux jours aussi, tout ça. Parce qu'à cette époque-là, c'est vrai, on n'avait pas de fiche de paye, on n'avait pas de fiche de salaire. Comme on dit, on était payé par-dessous la table. Dans les cabarets, on payait comme ça, mais pas de fiche de paye, pas d'assurance sociale non plus, pas tout ça. En Martinique? Non, pas en Martinique, parce que dès l'âge de 19 ans, j'ai choisi la liberté. J'ai voulu être en France. J'ai eu une dame charmante, Madame Sauvageau, qui a voulu faire une causerie sur les survivances africaines aux Antilles. Et c'était mon dada. Je cherchais déjà assez jeune ce que l'Afrique nous avait laissé.
à part l'apport, surtout dans la musique surtout, hein, à part l'apport des polkas, des mazurkas françaises, des valses viennoises, qu'est-ce que l'Afrique avait pu nous laisser? Et c'est dans les champs de travail que j'ai trouvé ça. Je lui en avais parlé, et elle a voulu que j'illustre sa conférence avec des chants. Et ça a eu énormément de succès, je dois dire. Donc ma mère et mon père sont venus quand ça a été redonné à la maison de la chimie. C'était à quelle époque? C'était en 1939. Alors, juste avant la guerre, j'étais venue en vacances à Paris, parce qu'il faut te dire que les employés, les fonctionnaires avaient droit à cette époque-là à 1 an de congé administratif tous les 5 ans. Ah. Alors mon père et ma mère avaient obtenu leur congé. Ils étaient venus, ils m'avaient laissé en France faire mes études. J'avais eu mon brevet supérieur et ils pensaient que j'allais faire l'école normale pour faire l'histoire et la géographie et être professeur de l'histoire et de géographie. Ils arrivent, patatras, je leur montre ce que je fais sur une scène. Bon, mon père a applaudi, était content. Ma mère m'a dit, après, écoute, vraiment, si tu fais ça pour des ventes de charité, c'est très bien, mais où ça te mène, il faut que tu fasses ton professorat d'histoire et géographie. Tu étais envoyée pour ça au départ? Voilà. Alors j'étais en Sorbonne, j'ai fait 2 années de Sorbonne. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Quand j'ai vu que l'histoire, j'aimais l'histoire, mais pas la géographie, il fallait faire les deux. Alors j'ai opté vers l'anglais. Ça n'a pas donné grand-chose non plus. J'étais pas faite pour la Sorbonne ni pour les études. Et dès qu'on m'a proposé quelque chose, alors, les chants antillais avec la suffisance africaine. Quand tu es venue, enfin quand tu as quitté la Martinique, tu avais quel âge? Eh bien j'avais 19 ans. Et tu avais 19 ans. Tes parents ont pu Avant, j'avais pas 19 ans, j'avais 17 ans. 17 ans. Je suis venue en 37. Et tes parents ont pu te payer ton voyage et tes études à Paris. Mais voilà, c'est ça, oui. Et voilà. tu étais accueillie à Paris par un membre de ta famille ou... Non, ma mère et mon père connaissaient très bien une dame parisienne, une dame blanche, qui était née à Saint-Sulpice, Madame Mitton, qui habitait boulevard du Temple. Ma mère et mon père avaient déjà été un premier congé administratif, elles avaient été en pension chez elle. Une femme charmante qui m'a hébergée comme pensionnaire et qui m'a aimée comme sa fille. Magnifique. Alors tu vois, comme je te dis, j'avais de la chance. Parce que j'ai jamais manqué d'affection autour de moi. Et j'avais mon grand frère, qui était déjà parti de la Martinique aussi, pour faire la musique. Lui aussi, il avait des velléités artistiques. Mon frère Georges, que tu vois là, ici, et que j'aimais beaucoup. C'était donc le fils de mon père, ce qu'on appelle un demi-frère. Mais on ne disait pas ça chez nous. On ne disait pas demi-frère, demi-sœur. C'était frère, sœur, voilà. La famille avait 10 enfants, un point c'est tout. 10 enfants, ma grand-mère, ma marraine. Il y avait toujours 12 ou 14 personnes à la maison. Donc on a pu te soutenir pour t'envoyer à Paris. C'est toi qui avais décidé de venir à Paris ou Non, c'est-à-dire que quand je suis venue à Paris en 29, c'est là que j'avais 19 ans. Je me suis trompée tout à l'heure. En 39, j'avais plus que ça. Je viens en 29. Mes parents étaient venus en congé, ils m'avaient amené avec eux. En congé au mois de juillet, août, tu vois. Et après, mon père m'a accompagné à Sophie Germain. Sophie Germain, c'est un établissement pour préparer à l'école normale, qui est rue de Jouy, à côté du lycée Charlemagne, c'est-à-dire du côté du métro Saint-Paul. J'habitais boulevard du Temple, c'est dans le 3e arrondissement, tout ça. J'allais à pied à mon école, très bien. Et je n'oublierai jamais un professeur de sciences naturelles. Son nom, c'est mademoiselle De Cizy, D-E-C-I-Z-S-Y. J'oublierai jamais. pour cette passion? Tu as dû te battre pour intégrer? Dieu, oui, avant Dieu, oui. Est-ce que tu peux élaborer? Parce que, à Paris, je te dis, après cette histoire du musée Guimet, où j'ai fait cette causerie sur les survivances africaines dans la chanson antillaise, j'ai voulu faire du théâtre, mais je n'ai pas trouvé de rôle, de rien du tout. Alors, on m'a conseillé de prendre un agent artistique, qui était donc Bélissario, boulevard du Temple, je me souviens, et une autre demoiselle qui était rue Tronchet, dont j'ai oublié le nom, qui se sont occupées de moi, qui m'ont donné des choses. Alors, j'ai joué par exemple cette fameuse une femme par jour, là, et puis une pièce d'Ouvrard, ça s'appelait Le train de 8h47. Une pièce pas d'ouvrage, de Courteline. Et tu travaillais sans problème ou est-ce qu'il y avait des problèmes justement de couleur? Ah oui. On ne me donnait que des rôles, soit de nounou, il fallait mettre 3 ou 4 jupons, j'ai toujours été assez mince comme tu vois, soit, comme j'étais jeune et pas trop vilaine,
de prostituées qui n'avaient qu'un mot à dire. La petite boniche, madame est servie, c'était tout. Voilà. Et alors, comment tu te sentais par rapport Alors j'allais discuter, je discutais ferme. Hein. Je dis écoutez, on a quitté l'esclavage, on a eu l'asservissement du colonialisme, et vous me mettez dans la servilité encore de jouer que ça. Moi je veux jouer, vous m'avez fait donner 350 ans de civilisation française, moi je veux jouer des pièces où je parle le français que vous m'avez obligé à apprendre. Parce que je me battais, je me discutais, c'était des pleurs quelquefois et des grincements dedans. Eh bien ma chère, non, il a fallu que j'attende 1978 pour jouer au Rodogune de Corneille, grâce à un metteur en scène belge, Henri Ronce, où j'ai une grande reconnaissance pour lui. Il m'a fait jouer aussi des choses de Jean Dureau, La Lève. Il m'a fait jouer des pièces dans lesquelles j'avais des rôles. Un rôle où je pouvais parler, où je pouvais imposer ma façon de voir, où je pouvais... Et puis ensuite est venu Daniel Mesguich. Alors là, ça a été super avec Daniel. Tu le sais toi-même. Tu étais madame. Hein? Et pendant la guerre, je suis partie, comme j'avais connu un jeune homme en 1937, que j'ai épousé en 1942, il m'a emmené dans le Midi, à Tourette-sur-Loup, pas loin, c'est à 20 km de Nice, 100 km de Nice, à 3 km et demi de Vence, pas loin de Saint-Paul-de-Vence, tu vois, où il y avait les grands peintres, tout ça, tout ça. Là, dans ce lieu, j'ai passé toute la guerre avec le retour à la terre. Nous avons fait de retour à la terre. vous y avez connu J'ai grands peintres Picabia, qui a fait un portrait de moi. J'ai connu là Jacques Prévert. Oui, les gens que je voyais passer, c'est-à-dire, on leur parlait, celui qui a fait la musique des feuilles, comment ça s'appelle, hein? Non, je voudrais tant que tu te souviennes. Cosma, tu vois, toutes des choses comme ça. Et des gens extraordinaires qui s'étaient réfugiés dans le Midi. Vous avez Matisse, j'ai vu Matisse, j'ai vu Derain. Vous avez discuté avec... On a discuté, oui. Matisse, je l'ai pensé qu'il ne m'aimait pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Parce que je lui ai dit que je connaissais Picabia. Comme petite bavarde, sotte que je suis. Je n'étais pas mondaine du tout. On m'a dit, tu n'aurais jamais dû lui dire ça, il déteste Picabia. Alors ça fait qu'il a peu voulu me voir après. Des gaffes qu'on fait quand on est jeune, tu vois. Et donc, vous avez habité dans le Midi, on a fait vraiment ce retour à la terre, parce qu'on avait une grande propriété, qui était achetée par mes beaux-parents, Jacques Dessart, mon premier mariage, et nous avions 300 oliviers, des arbres fruitiers, des fraisiers, de la vigne. On a même fait notre petit vin, un vin qu'on appelait la Clairette, c'était un petit vin. Tu donnes ton champagne. Une petite piquette. On boit mon petit vin de Tourette-sur-Loup. Et quand vous êtes revenu à Paris, tu m'as dit que vous aviez eu une action aussi, que vous aviez caché des gens, que vous avez aidé dans la résistance. C'est exact. Quand on est pendant la guerre, là-bas, à Tourette, où est-ce que j'ai caché ces gens-là? Yakubowicz. Attends, c'est bizarre. J'ai un trou là. Vous étiez à Paris ou... Oui, attends. Ils étaient au premier étage. Nous étions au rez-de-chaussée. Non, c'était pas à Tourette, ça. Oh, mais alors ça, c'est pas possible. Je crois que tu m'avais dit que c'était à Paris. C'était pas où c'est André-les-Arts. Je t'ai dit à Paris, il me semble, non? Mais parce que j'ai habité à tellement d'endroits à Paris. Non. Pas du tout, ça y est, ça me revient. On habitait à ce moment-là, j'étais veuve de Jacques Dessart, qui est mort très jeune. Il est mort à 33 ans, l'âge du Christ, en 42. Et en 43, je déménage, je vais à mon frère était venu à Paris, mon frère était lieutenant, FFI. Il était venu, Laurent, il était dentiste, enfin, il avait été nommé lieutenant. Et il était à une vieille rue de Nice qu'on appelle la rue Droite. C'est une rue qui est devenue sordide, mais où il restait des vestiges de très, très, très belles maisons, avec des hautes fenêtres, tu sais, mais comme ça arrive souvent, en Colombie, à Carthagène, des Indes, tout ça, certains quartiers, comme dans le Marais, certains quartiers qui étaient opulents, deviennent plus tard, parce que les propriétaires n'ont pas pu les garder, n'ont pas pu les sauver, n'ont pas pu les entretenir, des endroits où habitent des gens très pauvres. Et comme j'avais pas beaucoup d'argent, j'habitais là, mais là, c'était splendide comme appartement, avec un escalier intérieur, tout ça. Mais les murs de l'escalier, c'est bien simple. Mon petit beau-fils,
quand j'ai rencontré Noël, Lionel avait même pas 14 ans, il avait 12-13 ans. Noël, c'était... Noël, c'est mon deuxième mari. Et tu l'as Mais rencontré... je l'ai rencontré là-bas à Nice. Ah, c'est lui dans la photo, là. C'est lui là, ici. Voilà. Et Noël, tu l'as rencontré... J'ai vécu 43 ans avec lui. Et tu l'as rencontré... Alors, ton Mon premier mari était mort, il est enterré à Tourette-sur-Loup. J'avais vécu que 5 ans avec lui. Et un an après, je rencontre Noël, avec qui j'ai vécu 43 ans. Ça fait que... Et qui continuait, qui aimait la musique, qui aimait Jacques, qui aimait toutes sortes de choses. On dirait qu'il continuait la vie de Jacques à travers l'amour qu'il avait pour moi. C'est assez étrange. Ah oui. J'ai été très aimée dans ma vie, je dois dire. Mon père, je le retrouvais un petit peu aussi dans tous ces êtres-là. Il y a un grand ami que j'ai eu, qui a été mon ami d'ailleurs, qui s'appelait Albert Lévy-Alvarez, dont les parents avaient la boîte à musique Wissenberg, qui étaient des amateurs fous de jazz, qui ont fait connaître les premiers jazzmen, comme Louis Prima, comme Louis Armstrong, Duke Ellington. C'est eux les premiers qui ont vendu ces disques de jazz. Et grâce à lui, j'ai connu le jazz vraiment de A à Z. Et quand Alors, tous les hommes ont apporté quelque chose d'enrichissant. Oui, on sommes venus à Paris en 1946. En 1946. Mais c'était avant ça que vous aviez joué un rôle résistant, que tu avais... C'est-à-dire, c'est avant ça, lui avec moi, on habitait. Donc, ces 4 Israélites, et Yakubovitch, étaient le père, la mère et 2 garçons. Juifs, 4 juifs, voilà. Qui habitaient à Paris. Ils étaient de Paris, oui, ils habitaient à Paris, oui, du roi de Sicile. C'est les drapiers, les gens. Je ne les ai jamais revus, mais je n'ai pas voulu aller, moi, les voir pour ne pas qu'ils croient que je leur demande de la reconnaissance. Donc on a caché 4 juifs, oui. Parce que c'était une dame hindoue qui avait eu on lui avait demandé de le faire, mais comme elle était nationalisée anglaise, parce qu'elle était mi-anglaise, mi-hindoue, elle avait peur d'attirer l'attention des Allemands sur ces gens-là. Et elle m'a demandé à moi, c'est une grande amie à moi, elle et sa fille Aruna, elle m'a demandé si je pouvais demander à Noël de s'en charger. J'en ai parlé à Noël, qui a dit oui, tout de suite. Et alors à ce moment-là, ces gens-là ont loué une grande villa à Cimier, qui est dans les hauteurs de Nice, et nous occupions le rez-de-chaussée, et ils occupaient, et on avait une chambre au premier étage, et ils occupaient le reste. Un jour, la Gestapo est venue d'ailleurs, nous étions en bas, et ils ont dit à Noël, vous êtes seul dans cette grande maison. Alors Noël dit non, non. Et elle a dit, mais montez. Et moi j'étais dans le salon. Je ne me rendais même pas compte qu'il y avait des gens qui étaient rentrés. C'est Noël m'a raconté par la suite. Elle dit non, montez voir. Et Noël a vu un revolver à la table de nuit. Il se dit, s'il m'attrape, moi, tant pis, je fais feu. On va me tuer, mais au moins, mais il n'avait pas le temps de prévenir. Et les gens se sont arrêtés parce qu'ils étaient cachés au premier étage. On avait ménagé une cachette au milieu de l'escalier où il y avait comme une espèce de comment ça s'appelle, hein, comme une trappe au milieu de l'escalier où les gens pouvaient se cacher. Non, même pas eu le temps. Noël est monté en faisant assez de bruit. Il faut dire oui, oui, je suis seule là-haut. Et puis c'est bizarre. Est-ce que l'Allemand a senti dans les yeux de Noël que c'est aussi qu'il risquait un danger? Ça, on ne peut pas savoir. Il est redescendu. Et puis ils sont sortis. Mais il y avait d'autres Allemands qui étaient dehors, de la Gestapo, qui sont revenus, qui ont dit à Noël, mais vous êtes seul vraiment dans cette grande maison? Et Noël, paniqué, a appelé génie. J'ai senti une espèce d'angoisse dans sa voix. Je me suis précipitée et ils ont vu une petite bouilloire. J'avais les cheveux coupés très courts, comme un petit garçon. J'étais jeune, je faisais très jeune. Ah, ils ont dit oh, 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 parce que Noël avait fait une faute. Il avait dit Nein, mit my friend. Et meet my friend, ça veut dire avec mon ami I. S'il avait dit meet my friending, ça veut dire avec mon ami E. Et alors, quand ils m'ont vu, ils ont vu une femme. Ils ont dit Freund, Freund. Ils se sont moqués de Noël en disant qu'il parlait mal allemand. Et puis ils sont partis. Tu vois, à quoi tient la vie des gens? Il y avait 4 juifs là-haut. Il y avait Noël, il y avait moi. Des gens qu'ils avaient raflés au passage. Donc 2 petits amis à moi qui venaient nous voir. Ils auraient tout ce monde-là été déportés. Parce que j'ai ma petite bouille noire où j'avais rien. Je suis pour rien si tu veux. Mais il a suffi de quelque chose pour déstabiliser les gens. Il a fait une faute d'allemand, il ne sait même pas parler l'allemand. C'est un peu ça dans leur tête. Ils sont partis. Tu vois à quoi ça tient? Ah oui. Oui. Et quand est-ce que tu as repris
le jeu de comédien? Alors, on est retourné à Paris en 1946. Excuse-moi, hein, j'ai tendu ça, c'est Je qu'on t'en n'a pas. prie. Et de là, on commençait alors certaines petites incursions dans le domaine théâtral, mais qui ne continuaient pas, tu vois. Et quand j'ai vu ça, et alors un jour, à ce fameux, le musée Guimet a repris la même chose, des chants antillais avec des subventions africaines, à la Maison de la Chimie, rue Saint-Dominique. Et ça a eu beaucoup de succès. Et il y avait une dame, une Allemande, je me souviens de son prénom, qui s'appelait Renate. Et elle est venue me dire, oh, ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites, est-ce que vous voulez passer au cabaret? Je dis, je vais réfléchir, parce que je suis entrée à la maison, j'en ai parlé à Noël, qui m'a dit, écoute, le cabaret, c'est une école très dure, mais puisque tu veux faire du théâtre, ça ne peut que te rendre service. Parce qu'il n'était pas contre du tout, au contraire, elle m'a dit, fais-le, je suis toujours là pour te soutenir, et c'est comme ça que je suis entrée à la canne à sucre. La canne à sucre, c'est un cabaret qui était rue Sainte-Beuve, oui, par là, enfin, du côté de la rue Vavin, quoi, qui est devenu un restaurant japonais, je crois. Enfin bref, je passais là et je chantais les chansons créoles. Et ça marchait fort, fort, fort. Et de là, il y a des gens je te parle, je raccourcis un peu, hein, des gens qui m'ont demandé si je ne pouvais pas faire des galas le soir dans les casinos. Et alors, on est avec des comédiens, avec des musiciens de ma couleur. Après, donc je fais des galas. Après, on m'a dit, vous ne pouviez pas faire aussi des soirées dansantes. Puis tu sais, les choses venaient toutes seules, vraiment. C'est ça que j'appelle la chance. Et alors, j'ai dû prendre donc des musiciens blancs pour jouer le bandoneon, le violon, que les noirs jouaient moins, parce que les noirs étaient plus cuivre. Saxo alto, saxo ténor, mais bandoneon, valse, tango, c'était les blancs. J'étudiais les partitions par cœur, de façon à ce que le lendemain, je puisse diriger mon orchestre. Pas la baguette, puisqu'il n'y a pas de baguette. Diriger, savoir à quel moment il y avait des temps forts, à quel moment il fallait arrêter, à quel moment il fallait commencer. Je te jure, quel boulot. Mais enfin, j'étais heureuse comme c'est pas possible. On a eu des grands casinos, comme les meilleurs moments d'un casino qui s'appelle le Palais de la Méditerranée, à Nice, où nous avons eu d'abord 2 mois de contrat, puis 8 mois de contrat. Puis alors, les casinos ont succédé. On est allé dans toutes les grandes villes de France comme Grenoble, Besançon, Cabourg, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz. Enfin, on a fait toutes les... Et ensuite, on a commencé avec l'étranger. La Finlande, l'Italie. Enfin, de sorte que je ne manquais pas. On déposait les valises, on repartait. Et tu étais sur la route sans ton mari? C'est-à-dire que des fois, il venait quand il pouvait. Par exemple, il est venu en Finlande. Il est venu au Danemark. J'étais à Copenhague. Il est venu en Colombie. Il est venu à certains endroits. Et c'était une liberté que tu te battais pour prendre cette liberté, ou il était sans problème que tu C'est-à-dire que... Non, ça c'est venu. C'est venu. C'est venu seul. C'est venu, c'est le théâtre que je voulais, c'est l'orchestre qui est venu. Et ton mari voulait bien que te laisser sur la route. Mais oui, il me laissait avec confiance. Sauf une fois où j'étais à Brest, je me souviens. Et on voulait renouveler mon contrat. Alors, j'ai eu le téléphone en disant, tu sais, l'orchestre a tellement de succès à Brest que madame, j'ai oublié son nom, Marguerite, je me souviens de son prénom, Marguerite, veut renouveler. Mais il n'y a rien qui m'attend à Paris, hein, je lui dis. Il me dit, non, il n'y a rien à part mon cœur qui t'attend. Pouf, le lendemain, j'étais à Paris. Il m'a eu là. Tu n'as pas fait ton travail. Ah, je sais pas, non, j'ai dit que je ne renouvelle pas, je suis rentrée. Il m'a dit le mot qu'il fallait, tu vois. Et est-ce que... Sauf mon cœur qui t'attend, il n'y a rien qui t'attend. Oh, il a su y faire. Il a su y faire, il savait y faire. Il savait y faire. Pendant 43 ans, nous avons été très complices. Il t'a soutenu dans ton travail, dans ta passion. Beaucoup. Parce que c'est bien simple, quand j'avais un problème avec les musiciens, lui, je me plaignais à lui, donc il les faisait venir, et les musiciens me disaient, toi, hein, Noël, c'est la cour d'appel, parce que toi, tu es beaucoup plus dur que lui. Ils aimaient beaucoup Noël, parce que Noël avait toujours beaucoup d'indulgence, en disant que... Parce que tu sais ce que c'est qu'une femme qui commande à... Quelquefois, j'avais 8 musiciens, 12 musiciens, une femme qui commande à des hommes. Mais c'est ça, est-ce que c'était difficile? C'était difficile. C'est pour ça que j'apprenais mes textes musicaux par cœur.
C'est pour ça que je ne voulais pas me faire avoir. Tu sais que c'est rare ça, Jenny, dans la vie d'une femme. C'est assez rare, mais là j'ai Comment tu l'as fait ça? Eh bien, j'étais toujours... voilà comment je faisais. Je souriais en public. Et puis je me retournais vers les musiciens en disant « Bande de salauds, t'as fait une fausse note là !» Ça se passe comme ça. Ils rigolaient en douce. Mais en fait, ça c'est bien. J'ai affaire à très bons amis. Il y en a que je revois encore. Il y en a un qui m'a donné sa fille comme filleule. C'est ma filleule, une filleule de 30 ans maintenant. Donc, est-ce que tu pourrais dire que dans toute ta vie de 91 ans, est-ce que c'est vraiment une belle et longue vie? Est-ce que tu peux dire que tu as vécu ta passion sans trop de problèmes pour l'imposer? Ou est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés? Ben, il y a eu des problèmes. Comme je te disais, il y a des pièces que j'ai jouées à Genève, que j'ai jouées en province, et qu'à Paris, on disait « Ah non, 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 pas de négresse à Paris, non, ça n'ira pas, on dira « Faut descendre la négresse, etc. » On va penser à un bordel, enfin, des choses comme ça, qui me faisaient pleurer, bien sûr. J'ai eu des choses comme ça. Mais je peux dire qu'entre l'un et l'autre, j'ai eu beaucoup de chance, vraiment. Parce que du cabaret, c'est passé à l'orchestre, et l'orchestre, le théâtre est venu, et alors, comme je te disais, Henri Ronce, metteur en scène, jeune metteur en scène, beaucoup plus jeune que moi, de Belgique, il était de Bruxelles, il y avait le théâtre, le nouveau théâtre à Bruxelles, tout ça. Il avait même 2 théâtres. Il m'a donné à jouer au Rodogune de Corneille, et c'est la première fois que je jouais dans une pièce classique. Rôle conséquent. Le rôle conséquent. Ah oui, oui, rôle conséquent, vraiment conséquent. C'était ça. Il a fallu attendre assez longtemps quand même. Oui. Donc depuis, tu n'arrêtes pas. Non, non, c'est vrai. Parce qu'en 84, mon mari était mort au mois de mai. Et ça m'a aidé à survivre au théâtre. Parce que je n'avais pas pleuré. J'ai fait mon deuil avec la folie ordinaire d'une fille de Cham. En fin 84, c'était exactement en septembre, quand Daniel Mesguich, Julius Amédée Lahoud, qui est l'auteur de cette pièce de théâtre, m'a proposé ce rôle de vieille folle, depuis 50 ans dans un asile psychiatrique, qui est folle et messagère en même temps, qui est folle de la couleur de sa peau, parce qu'on lui a dit que le noir ça ne marchait pas pour aller au paradis, parce que le curé qu'elle avait violé à l'âge de 10 ans, quand elle s'est plainte à sa mère n'a jamais voulu la croire, donc le mensonge. Ensuite, elle perd son mari à l'âge de 20 ans, tellement qu'elle perd, au bout de 6 mois, elle est enceinte. Moi, jusqu'à présent, c'est le rôle de ma vie. Vraiment, jusqu'à présent. Je n'ai eu des beaux rôles après, mais là, vraiment, ça m'a donné une perception de ce qu'on peut faire sur scène, de ce qu'on peut donner, généreusement, de se laisser aller complètement, à être plusieurs personnages, à être bouleversé. Je pleurais je ne dis pas des litres, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps. En même temps, j'étais méchante, je ricanais, j'étais folle, quoi, folle. Il n'y a rien de tel que la folie pour jouer. Tu as toujours senti que par l'art, tu donnais. Est-ce que tu as... Oui, parce que je crois que je désirais plus que tout d'avoir de l'amour. J'en ai toujours eu. Et en me donnant comme ça, en donnant tout l'amour que j'avais en moi, il me semblait que je recevais aussi. Parce qu'il y avait un silence étonnant. Des gens qui me disaient après, vous m'avez fait pleurer, vous m'avez fait rire. Enfin, sentir qu'on avait le public dans ses bras. C'est pourquoi j'aime tellement les petits théâtres à l'italienne, tout rond, comme l'Athénée par exemple. J'adore l'Athénée. Tu as l'impression que tu prends tout le monde comme ça là, et après tu les lâches plus, et ils ne te lâchent pas non plus. Et ça, c'est un bonheur intensif. J'avoue que c'est un bonheur intensif du théâtre. Que tu mènes d'autres luttes parallèlement, les luttes pédagogiques, la défense de la femme antillaise. Est-ce que tu peux élaborer un tout petit peu là-dessus? Ça n'est que pas... Chaque fois qu'on m'a demandé de signer une pétition pour la dignité de la femme, la dignité du peuple noir, par exemple, Taubira Delanon, qui est une députée de la Guyane, une femme d'une intelligence rare, et qui a demandé qu'on considère que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Ça, j'ai signé ça. Je ne lis même pas, je signe. Chaque fois que j'ai pu signer des pétitions en faveur de la reconnaissance de l'art noir, de la culture noire, de l'apport que la noire peut apporter, de la richesse qu'il peut apporter aussi. Ce n'est pas dans un seul sens. L'échange qu'on peut avoir, ça oui, ça je l'ai fait. Ouais.
Et au niveau de l'éducation, j'ai lu que tu menais aussi un travail au niveau de la transmission, l'éducation, la pédagogie. La pédagogie, c'est-à-dire, je n'ai pas beaucoup, ça veut dire enseigner peut-être quelque part. Eh bien, il me semblait que dans les pièces que je choisissais, je n'ai pas toujours tout joué, tout ce qu'on me demandait de jouer, que ça apportait, j'aime pas tellement ce mot de message, hein, tout le monde l'emploie. Ben, c'est vrai aussi qu'en parlant, les gens qui viennent au théâtre, ils viennent pour écouter, hein. Et quand ils partent, ils ont retenu quelque chose. En leur donnant ce que le message, ce que le texte me disait de leur donner, aussi bien quand je jouais la Ounice, que quand je jouais la Folie ordinaire, que quand je jouais par exemple l'Arbre du désert, ou bien d'autres pièces dont les noms ne me reviennent pas comme ça, tu vois. Roméo et Juliette, la nourrice par exemple, qui était une femme sage dans son genre. Daniel Méziches m'a beaucoup favorisé aussi pour la nourrice, en lui donnant à mon avis, en lui donnant une certaine importance, parce que tu étais là, entre les Montaigu et les Capulet, qui ne pensaient qu'à s'entre-déchirer, la mort. Il y avait la nourrice qui ne pensait qu'à la vie, en voulant que sa jeune Juliette épouse quelqu'un, qu'elle lui fasse des enfants, qu'elle aura encore à verser. Enfin, j'ai pris ça comme ça, moi, Roméo et Juliette. Que la nourrice, c'était un être pour perpétuer la vie. Et que les Capulet et les Montaigu ne perpétuaient que la mort. Est-ce que tu as vu ça comme ça, toi? Moi, j'ai vu ça comme ça aussi. Oui, pour moi, le théâtre, c'est en somme tout ce qu'on ne se dit pas quand on est entre soi. Et qu'on arrive, et que l'artiste, en somme, vous révèle quelquefois à vous-même, vous dit des choses que vous n'osez pas dire. Et est-ce que tu as écrit, toi, Jenny? Est-ce que toi-même... Oui, j'ai écrit. J'ai écrit un petit conte que Noël a publié. Tu sais, le fantastique me suit toujours. Hein. C'est l'histoire. Chez nous, il y a ce qu'on appelle des sous-clients. Les sous-clients, ce sont des êtres fabuleux, des êtres qui sont engagés, mettons, avec le diable ou avec un esprit inférieur ou supérieur, ça dépend dans quelle partie de la terre ou du ciel on le prend, et qui peuvent se débarrasser de leur peau. Une fois débarrassés de leur peau, ils l'accrochent à un arbre. Voilà, c'est une histoire qui m'a... Alors j'ai écrit un petit conte pour un enfant là-dessus, mais pas avec ce côté absolument abominable. Magnifique. Et ça te plaisait d'écrire? Oui, j'ai écrit beaucoup de choses que j'ai laissées comme ça, dans des bouts de papier qui traînent un peu partout. Tu voulais pas continuer? Ben, c'est-à-dire que j'avais l'intention de me parler un peu de tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai fait, tout. Bien sûr. Puis, mais beaucoup de gens veulent écrire maintenant sur moi, alors... Ils veulent écrire sur toi? Ils veulent écrire. Il y a 3 personnes qui me demandent de faire un livre sur moi. Ah, donc tu te dis... alors je me dis, que faire? Le faire moi-même, le faire... Je suis paresseuse, tu sais. Finalement, je suis très paresseuse. Sauf pour apprendre des textes. Là, c'est un bonheur total, non? Total, oui. Total. Et Jenny, aujourd'hui, Jenny, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment je peux... Je prépare une pièce, là, tu vois. C'est une pièce écrite par Blasco Ibáñez, qui était un auteur du début du siècle, très connu. Il y a ce parisianisme qui fait que les auteurs comme Maurice Barrès, comme Paul Morand, on en parle moins, puis un jour on les retrouve. Bon, il y a le directeur du théâtre de feu de Mont-de-Marsan, qui s'appelle Jean-Manuel Florenza, pour lequel j'ai joué des pièces, qui m'a donné cette pièce, comme un one-woman show, qui s'appelle La vieille du cinéma. Et comment tu te situes par rapport au travail aujourd'hui, au travail de comédienne? Est-ce que ça t'apporte autant? Est-ce que tu sens que tu donnes autant? Oui, tant qu'on voudra de moi sur une scène, j'assumerai. Et ça te plaît autant? Ça me plaît autant, oui. Tu as l'impression toujours que tu fabriques la vie à travers le jeu? C'est peut-être égoïstement pour moi, parce que j'ai l'impression que c'est une survie. J'ai besoin de donner encore, tu vois. Et tant que c'est possible, bien, je le ferai. C'était ça la question. Tu sens que tu as besoin de donner encore? Oui. Et de recevoir? Et de recevoir. Je n'ai pas eu d'enfant. Je ne trouve pas qu'on a besoin d'avoir un enfant qui sort de son ventre pour être parfaitement équilibrée ou heureuse. Je me sens très équilibrée, je me sens très heureuse. J'adore les enfants d'ailleurs. Et je pense que
Ce métier de théâtre, ben, c'est le mien, j'en ai pas d'autre. Comme un artisan, hein. Un bon menuisier, quand il a fait un bon meuble, il est content aussi. Il a fait ce fauteuil, pour un meuble, il a fait une queue d'aronde, il a fait le tournage du meuble, un potier qui a fait un beau vase. Et ben, le métier, je le considère d'une façon artisanale, c'est-à-dire faire le mieux possible ce pourquoi on croit être fait. Justement, tu parlais du fait de ne pas avoir d'enfants. Est-ce que tu trouves que ça t'a donné une plus grande liberté de ne pas en avoir? Est-ce que ça t'a... Ah, je suis persuadée que ça m'a donné une plus grande liberté. Je n'ai pas fait exprès, je n'ai rien fait pour ne pas en avoir. Mon frère n'en a pas eu non plus, ma soeur n'en a pas eu non plus, mais j'ai eu une soeur qui en a fait 4, avec les 4, elle a 17 petits-enfants, ce qui fait que j'ai 52 petits-neveux, enfin des enfants, il y en a. Mais non, non, je ne pense pas, je pense que le destin ne met pas les enfants dans le ventre dans toutes les femmes. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il faut l'accepter. Hein. Comme je n'éprouve jamais ni regret ni nostalgie, tu vois. Alors du fait que je peux m'accomplir dans une pièce qu'elle me donne à jouer, fait que ça me satisfait. Ça satisfait mon appétit à la fois de savoir, parce que tu apprends toujours quand tu apprends un texte. Tu apprends toujours des tâches d'auteur, il te donne des choses. Et en même temps, tu les redonnes à d'autres. Alors, cet échange me convient parfaitement. Il est certain que je n'ai pas eu à faire des sacrifices que les parents, les mamans, font toujours pour leurs enfants. Des fois, je me dis que là, j'ai loupé, parce qu'on doit trouver un bonheur dans le sacrifice. Mais que veux-tu, la vie est ainsi faite qu'elle m'a donné cette part-là. Alors j'essaie de m'en servir le mieux possible. Et tu vois l'avenir comment? Tu te projettes toujours dans l'avenir ou je trouve une chose que tu es bien optimiste en ce qui me concerne. Pas du tout. Parce que nous sommes en 2001, ma chère. Il ne faut pas avoir trop d'illusions. Je vis ce qui me reste à vivre avec le plus de sérénité possible, le plus d'amour possible. Ça compte énormément pour moi. J'aime aimer et j'aime être aimé. Et puis c'est tout, la réunion. Mais je vis l'instant présent. Voilà, c'était ça que je voulais. Et tu sais que il m'arrive d'avoir un petit miracle par jour. Eh bien, le petit miracle d'aujourd'hui, c'est toi. Moi, j'ai... Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tous les jours, tu te dis quoi quand tu te lèves le matin? Tu te dis que tu vas attaquer le travail, que tu vas... Je commence déjà par me mettre en forme avec quelques mouvements que m'a indiqué le kiné pour que mes vertèbres, parce que ma 5e et 4e vertèbre, si ça t'intéresse, sont très méchantes avec moi. Alors je leur parle, je dis écoutez, mon petit renard cruel qui me mord la fesse gauche, arrêtez-vous, j'ai du travail aujourd'hui. Et voilà. Et Noël, donc, est toujours à côté de toi. Oui, il est toujours à côté de moi, c'est vrai. Je crois que tu vois, si on ne prononce plus le nom de quelqu'un, si on n'en parle plus, à mon avis, on le tue de foi. Il est déjà mort et enterré, d'accord? Mais la pensée, l'écrit, ce qu'il a mis dans ses poèmes, c'est lui, en même temps. C'est lui et tout ce qui l'environne. C'est le cosmos, parce qu'il était fabuleusement intéressé par les étoiles, par la nuit. Ses oreilles, c'est comme on dit, la grande oreille. Il était toujours ouvert pour écouter les choses que peut-être d'autres personnes n'entendent pas. Au petit matin, il avait comme ça, comme Valérie vous dit, le premier verre vous est donné par Dieu. Et ben, il attendait Dieu, tout en étant athée d'ailleurs. Il conversait beaucoup avec Dieu. Il dit Dieu est aux abonnés absents. Je dis mais si tu dis qu'il est aux abonnés absents, c'est que tu lui as téléphoné. Alors, non, mais on avait des discussions, mais extraordinaires. Extraordinaires. Des fois, c'est là que j'ai fumé une petite cigarette. Je ne fume pas, mais je fume une petite cigarette. Une pipe, quelquefois, oui. Parce que j'avais vu ma grand-mère fumer la pipe. Une petite pipe, un petit brûle-gueule en terre de chaux, quoi. Et c'est là que je me suis dit qu'on s'aimait assez fort. Pendant 43 ans, on a été complices, quoi. On a beaucoup parlé, on a beaucoup ri, on s'est disputé. Enfin, ça a été une vie très pleine, très très pleine. Magnifique. C'est pourquoi je ne veux pas qu'elle s'arrête et que je continue jusqu'à ce que je ne puisse plus.
je continue à faire cet hommage auquel il est présent. D'ailleurs, c'est bien simple. Quand j'envoie les invitations, le titre de l'invitation, c'est Noël Villard toujours vivant. Merci beaucoup, Virginie. On va s'arrêter là parce Oui. que ça fait